bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Ouais, vous avez vu, je me suis attachée les cheveux, j'ai changé de rouge à lèvres, j'ai mis du rose Barbie qui pète, j'adore. Mais j'en ai partout sur les dents, voilà. Donc si j'ai les dents roses, c'est pas grave, ok? C'est pas que j'ai consommé une fleur, c'est vraiment... Voilà, c'est le rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, pour parler français correctement, je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vous ferai l'avis lecture de Kéléana. Et vous avez vu, je vous ferai l'avis de Kéléana, tome 2, tome 3, tome 4 partie 1, tome 4 partie 2 et tome 5. Donc, je vais utiliser les notes que j'ai prises tout au long du mois de mars pour essayer de mettre un peu mes idées en place. Donc on va commencer tout de suite, je vous préviens, il n'y a pas trop de transition. Cette saga, elle est assez... elle m'a assez renversée, dans le sens où le tome 0 et le tome 1, enfin je dis le tome 0, ouais j'ai des traces de rouge à lèvres sur les doigts, je m'en fous partout, on adore. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. Oh putain, on dirait le Joker quand je souris. Je vais tuer toute ta famille. Enfin bon... Le tome 0 et le tome 1, c'était vraiment chouette. Donc Kéléana, je vous mets le résumé du tome 1 en barre d'infos si ça vous intéresse, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est une assassineuse à qui il arrive des trucs. En fait, c'est pas vraiment une assassineuse... Enfin, je veux pas vous dire des trucs pour pas vous spoiler, mais en gros, c'est une fille qui travaille pour le meilleur assassineur. Ouais, voilà. Assassin, bah oui, débile. On dit pas assassineur. Oh! Donc, elle travaille pour le meilleur assassin de Rifthold, donc c'est la capitale du royaume d'Adarlan. Voilà, elle va travailler pour le roi parce qu'en fait elle va devoir participer à une compétition dans laquelle le gagnant sera du coup l'assassin officiel du roi, et elle doit tout faire pour devenir l'assassin du roi parce que sinon elle est renvoyée en prison au bagne, je sais plus où elle était, là dans les mines. Dans la mine, où un monde de diamants brille. Alors ça c'est sûr que ma chanson là, elle est largement mieux que le film qui a été fait du coup. Je l'ai pas vu, mais vu les avis et vu les acteurs, je peux vous dire que... Ou l'absence d'acteurs d'ailleurs, voilà, je ne le regarderai pas. Bref, soit dit en passant, les bouquins sentent très bon. Non mais je tiens à vous le dire parce que... Moi j'adore renifler les livres, ok? Je suis pas folle, c'est juste que bah voilà, j'aime bien. Ah oui, j'ai fait un résumé. J'ai fait un résumé sur des petites fiches comme ça. Je l'ai imprimé et après je l'ai mis à la fin du bouquin. Parce que comme il y a 9 tomes au total, je me suis dit, cocotte, si tu écris pas, si tu prends pas des notes sur les personnages, sur ce qui se passe, etc., t'es foutu en fait. C'est de la high fantasy, mais je trouve qu'il y a quand même des limites. Parce que de la romantasy, pour moi, ça peut pas être de la high fantasy en fait. Enfin, j'ai un avis assez terrible sur la romantasy. Je pensais changer d'avis sur Sarah J. Maas. Je n'ai toujours pas changé d'avis sur Sarah J. Maas. Et je peux vous dire que l'avis que je vais vous faire sur le tome 5, ça va être gratiné, mais vraiment. Ah, la meuf, elle va s'en prendre sur 10 générations, là. Je te jure. Je vais la rhabiller. Au moins, elle aura plus jamais froid de sa vie. Oh, oh. Non, mais sans déconner. Le tome 2, donc, pour faire un avis lecture sur le tome 2. Le tome 2, j'avoue que j'étais très contente de revenir au château à Rifthold, au château du roi. Parce que dans le tome 1, c'était quelque chose que j'avais fortement apprécié. Dans le tome 0, ce que j'avais beaucoup aimé, donc dans le préquel, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le fait qu'on aille chez les assassins silencieux, qui est mon chapitre préféré, là où elle rencontre Hansel et pas Gretel. Bref, voilà. Et du coup, bah je me suis dit, ouais, le fait de rester dans le château, c'est pas mal. Même si Kéléana, elle est là en mode, ah ouais, non mais c'est tous des cons, gna 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 gna. Bah au final, elle kiffe tout le monde en fait. Petit tour sur les dents pour être sûre que j'ai pas de rose. Donc du coup j'étais contente de revenir dans ce château. Et ce qui fait que bah là pendant tout le tome 2 j'ai réussi à lire 100 pages par jour sans aucun problème. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps déjà, coucou. Eh bien j'aime lire une centaine de pages par jour. Voilà, ça c'est mon objectif. Le truc c'est que avec les bouquins que j'ai lus récemment, j'arrive pas en fait. Je lis peut-être une cinquantaine par jour et encore 60, voilà max, et encore c'est quand je suis en forme. Et là le fait de lire 100 pages par jour, c'est impossible de lâcher un bouquin, j'étais vraiment très contente.
La preuve, j'écris cet avis après avoir lu 230 pages du 2. Et j'ai pas fini ma critique du 1. Ah ouais, ça veut dire que juste après avoir fini le 1, je suis passée au 2, et j'ai même pas fini ma critique du 1 que je commençais déjà le 2. Et j'ai lu 230 pages du 2 avant de commencer à écrire l'avis, et avant de finir l'avis du 1. Donc pour vous dire que le 1 et le 2, c'est pépite. Franchement, j'ai adoré. Ah oui, j'avais dit que le château, c'était tellement agréable pour moi que j'avais l'impression d'être encore à la maison en fait. Parce que, en fait, si vous voulez, dans le préquel, que j'ai choisi de lire avant, parce que pour moi, il n'y avait aucune logique à le lire après, Keleana, en même temps c'est normal parce que son pays a été défoncé par le roi d'Adarlan et donc par Rifthold, et elle se retrouve à travailler pour lui au final. Donc c'est vrai que le fait de te retrouver à travailler pour le mec qui a décimé tout le monde et qui a détruit ton chez-toi, c'est vrai que, bon, voilà. Mais le château devient vraiment notre maison, ça devient cosy en fait. Et moi dans les romans de fantasy, même dans les romans de manière générale que je lis, bon je vais arrêter de le tenir parce que j'ai mal au bras, j'adore retrouver une espèce de QG en fait, un endroit dans lequel on va se sentir bien, dans lequel avec les personnages on va se sentir comme chez soi, etc. Et là dans la sélection, c'est ce que ça me fait aussi. Et dans Keleana 1 et 2, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans le château d'Adarlan, on est vraiment à la maison, on est chez nous, on est bien, on est cosy, enfin on aime y rester en fait. La première partie était assez lente, mais aussi prenante que le 1, et la deuxième partie du tome 2, c'est encore plus addictif, c'est encore plus, ça accélère encore plus quoi. Il n'y avait aucune scène de Spice à ce moment-là. Après j'étais prévenue pour le tome 5 qu'il y en aurait, mais j'avoue que j'étais pas prête dans le tome 5 à avoir une scène de Spice de 12 pages. J'ai rien lu, hein, j'ai sauté, mais quand j'ai vu que ça continuait, là il lui croque, il lui mord, il lui machin, elle le je sais pas quoi. Tu es en manque, madame. C'est pas normal en fait. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal d'en arriver à écrire un bouquin comme ça, quoi. Enfin, moi, Sarah J. Maas, le premier truc que j'avais lu d'elle, c'était ACOTAR. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Le problème, c'est que Tamlin, il est vu comme le grand méchant, alors que moi, je l'aimais beaucoup. Et après, c'est Rhysand qui devient le love interest de Fer. Et là, je peux vous dire que le Spice, dans le tome 2, ça va. Et encore, dans le tome 3, pouah! Et le tome 4, je ne l'ai pas lu, parce que c'est Pornhub, mais en bouquin, clairement. Donc voilà. Là, il n'y en avait pas. Et ça, enfin, il y en avait... Il y a un moment où Keleana, elle fait mumuse avec un bonhomme, mais ça s'arrête juste avant, en fait. Ça s'arrête au bisou, ils finissent dans la chambre, dans le lit, et tu vois, enfin genre, tu devines, mais tu sais pas, enfin tu sais pas. C'est pas explicite, et moi je trouvais ça très agréable. Parce que moi je m'en fous, en fait, des scènes de Spice. Keleana change comme je le craignais, à savoir comme... Ah oui... Non mais ça... Le pire c'est que je le répète dans mon avis lecture du tome 5. Keleana, je trouve que c'est un cliché des personnages féminins chez Sarah J. Maas. C'est la meuf badass, mais écervelée, lâche et une sacrée chaudasse en fait. Les personnages féminins de Sarah J. Maas sont des chaudasses. Vraiment. Elles sont tout le temps ralatouf en fait. Enfin, dans leurs pensées, dans leurs... C'est un truc de fou quoi. C'est comme les personnages masculins chez Sarah J. Maas. C'est des animaux, c'est voilà, c'est des mâles en chaleur, en rut comme au printemps. Voilà. Donc les mâles chez Sarah J. Maas, je peux pas dire les hommes parce que c'est pas des hommes, en fait c'est des mâles, c'est des animaux. Pour moi, un homme, un vrai, il sait se contenir, en fait. Enfin, en fait, c'est décrit d'une telle façon que tu te dis... enfin bref. Mais le 2, c'est pas du tout le cas, hein, vous inquiétez pas. Hein. Après, malheureusement, à ce moment-là, je me disais, oh là là, j'espère que elle reste pas le personnage principal tout du long de la saga. Alors dans le tome 3, il y a un autre personnage principal, enfin personnage principal. C'est un personnage très important qui s'appelle Manon, c'est une sorcière, et j'étais très contente parce que Manon, je l'aime beaucoup. Et je me suis dit dans le tome 2, j'espère qu'un jour je serai soulagée de sa présence. Dès le tome 2, elle me saoulait déjà quoi. Elle me tapait sur le système, elle devient ce qu'elle abhorre. Bah oui, complètement. À la fin du bouquin, j'ai passé une après-midi et une soirée entière à ne faire que lire. Ce tome est vraiment génial, un pur bonheur. Enfin, le tome 2, ça a été... Le tome 2, ça a été clairement le coup de cœur du mois de mars en termes de lecture. Vraiment. C'était... Ouais, j'étais à fond et je me suis dit, ça y est, c'est un coup de cœur, cette saga, je vais kiffer. Après est venu le tome 3. Donc le tome 3, par rapport aux 480 pages et quelques... Alors attendez, il y avait combien de pages dans le tome 2 ? 490, donc quasiment 500.
Et là dans le tome 3 on en est quasiment à... on en est à 600 pages. Ah ouais, donc on est quand même à moins que le tome 5 et 6 qui font 850 à peu près. Mais c'est quand même une sacrée bricasse. Bon, c'est écrit aussi gros que les autres tomes, donc on reste, et puis ça sent super bon, on reste dans l'édition de Keleana qui est agréable, qui est écrit un minimum gros, enfin un minimum gros. Moi je trouve que ça va, clairement, ça reste une lecture agréable. Par contre le tome 3, je vous avoue que j'étais pas aussi comment on dit, addict, ouais c'est comme ça qu'on dit, j'étais pas aussi addict que le tome 1 et le tome 2, clairement. J'adore par contre quand Keleana se fait remettre à sa place. Et ça arrive souvent. Parce que j'avais peur, après le tome 2, je vous ai préparé dans la vie lecture que j'ai fait juste avant, je me préparais moi-même à me dire bah peut-être que je vais en avoir ras-le-bol de cette série à cause de Keleana en fait. Ce qui est bête parce que bah, la saga s'appelle Keleana. Mais c'est ça qui est important, et c'est ce que j'ai commencé à vous dire dans la vie lecture du tome 2, c'est que il y a un nouveau personnage féminin qui fait son apparition, Manon, une sorcière, et elle est très importante, elle est hyper intéressante, et surtout une sorcière quoi, c'est... Voilà. C'était pas le côté cosy que j'ai aimé dans le 1 et le 2, il y avait rien comme côté cosy que j'ai aimé dans le 1 et le 2, mais il y a ce côté intéressant où on a envie de savoir ce qui devient de Manon en fait, voilà. Donc c'est ça qui a fait que j'ai réussi à le lire d'un bout à l'autre. Par contre j'ai eu du mal à accrocher, j'étais pas autant, j'avais pas cette même concentration passionnée que j'avais dans le tome 1 et le tome 2. La violence y est plus présente, mais en même temps c'est de la violence qui s'explique dans la fantasy, par les événements qui se passent, par les démons, etc. Mais je vous avoue qu'il y a des trucs... En fait ce qui me dérange c'est que... Bon c'est la martinière fiction. C'est pas... Enfin c'est pas la martinière jeunesse. C'est classé en jeunesse en fait. C'est ça qui me dérange. Parce que moi, pour moi, c'est du young adulte. C'est pas du jeunesse. Parce que il y a des trucs qui sont décrits, qui sont quand même... Enfin, mettre ça dans du young adulte, oui. Mettre ça dans du jeunesse, non. Clairement pas. C'est pour moi, il y a de la violence, elle est comme dans Akotard en fait. Le Spice, il est dans le tome 5. Mais je me suis arrêtée. Donc voilà. J'ai vu la scène de 12 pages là, j'ai sauté tout plein de pages et tout. Et je me suis dit, si ça continue comme ça encore longtemps, ça va me saouler. Et en fait, j'ai arrêté de lire peut-être 100 pages après, parce que je lisais en diagonale tellement j'en avais ras la casquette, quoi. Enfin, vraiment. L'histoire est pourtant complètement différente du début, ça devient original, et je me connais, je dis exactement ça, le côté cosy me manque. Après quelques jours, oh là là, je sens que mes yeux ils sont partis en couille, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai senti en tout cas. Après 2 jours où j'étais pas trop motivée, je lisais pas beaucoup, etc. Je réussis à lire 100 pages sans forcer, comme quoi c'est une question de volonté. Ouais, c'est une question aussi de courage, de témérité et de résilience que de te dire ok c'est pas grave, peut-être que ça va changer, c'est peut-être un mal pour un bien parce que le tome 4 va être incroyable. Et effectivement, le 4, surtout la partie 2 était vraiment bien, donc j'ai vraiment kiffé. Après, c'est vrai que je pense que la période crise d'anxiété dans laquelle j'étais à ce moment-là, je dis au passé volontairement parce que j'espère ne pas retomber dedans, j'arrive au moment où justement Keleana fait ce qui ressemble à des crises d'anxiété. Ce que j'expérimente quasiment en même temps. Et j'avoue que le fait de le lire, en plus de le vivre, c'est vraiment terrifiant. C'est... Voilà. Elle veut pas qu'on se moque d'elle, ni qu'on la prenne pour une victime, et je la comprends très bien à ce moment-là parce que je vivais la même chose. Par contre, tout le reste, les choix qu'elle fait... Je sais pas si vous avez vu ce réel de... Je sais plus comment il s'appelle, un Irlandais qui lit beaucoup de romans de Tessie. Et à un moment donné, il fait un réel dans lequel on le voit manger du peanut butter. Il fait God, you're so stupid! Why do you do that? Et moi, j'étais comme ça tout du long. Genre vraiment, j'étais en mode... Ouais, alors Keleana, t'es blonde et c'est pas pour rien, voilà. Alors si vous êtes blonde, je suis désolée, hein, vous n'êtes sans doute pas débile. Mais j'avoue que la plupart des... Enfin, la quasi-totalité des personnages féminins blonds qu'on décrit dans les bouquins, c'est des débiles. Je suis désolée, dans les films, c'est pareil, en fait. Là, en ce moment, sauf les bouquins que je lis en ce moment. Dans la sélection, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est blonde. Elle est incroyable, cette fille, je l'adore. Il me semble qu'elle est blonde. Le personnage principal, elle est rousse, mais sa meilleure amie est blonde. Je la trouve incroyable. Voilà, la reine aussi, je crois qu'elle est blonde. Elles sont très bien. Je suis en train de me refaire Pretty Little Liars. Anna, c'est personnage principal féminin, blond, je l'adore. Enfin voilà, il y a des exceptions, mais en général, les personnages féminins blonds, je suis désolée, les blondasses, à chaque fois, c'est des débiles, j'y peux rien. C'est comme ça qu'elle est décrite, Keleana.
Enfin c'est l'effet qu'elle me fait en tout cas, j'ai envie de lui foutre des claques et de lui retourner sa tête à 360. En mode girl please. Elle extériorise pas, ça me saoule. Mais parler nous aide à entamer la guérison de notre âme et de notre cœur brisé. Le fait de parler, le fait de mettre des mots sur ce que tu ressens, mais même le fait de te parler à toi toute seule, ça aide énormément. Le cri des âmes, les gars, je pense que ça va énormément m'aider, comme le guide du Light Worker que je vous ai montré dans le haul. Il faut extérioriser, donc... Keleana, c'est ce qu'elle apprend à faire, mais malheureusement c'est qu'un seul petit passage, et tout le reste c'est l'espèce de badass écervelé, lâche et chaudasse qu'on voit dans la suite, quoi, ça me saoule. Ce tome 3 se passe juste avant le printemps, exactement la même période pendant laquelle je le lis. Timing parfait. Les lieux sont pas top, ouais, les lieux c'est un peu en mode... T'es dans un manoir un peu pourri au fond des bois, quoi. C'est un gros pavé de transition, ouais, ça c'est sûr. C'est... Et encore parce que tu vois, entre le tome 3 et le tome 4, parce que là j'ai dit que c'était un gros pavé de transition, oui, mais avec le tome 4, donc partie 1 et 2, je peux vous dire que là c'est vraiment une transition en fait, une transition ou une fin, vu que moi je me suis arrêtée à ce moment-là. Et les 100 dernières pages du tome 3, elles défilent toutes seules, c'est une explosion de tout, OMG. Même si c'est le tome que j'ai le moins aimé jusqu'à présent. Alors, si on considère que, vu que le tome 5 je ne l'ai pas, je me le suis fait rembourser, je vous ferai quand même l'avis lecture. Si on considère ça comme ça, dans ces cas-là, c'est vrai que on peut dire que les 5... Attends, 0, 1, 2, 3, 4, 4. Non, il y a 6 tomes. Il y a 6 tomes. Si on considère que je me suis arrêtée au 4 partie 2, le 3 c'est effectivement celui que j'ai le moins aimé. Par contre, si on compte le 5 là-dedans, le 5 c'est clairement celui que j'ai le moins aimé, voire pas aimé du tout en fait. Il y en a plein qui ont adoré, moi je comprends pas, hein, clairement, non. Mais par contre j'ai lu des avis lecture qui étaient exactement pareils que le mien. Donc au final, voilà, on fait la connaissance de personnages trop intéressants et j'avais hâte de savoir ce qu'il advenait d'eux. Il y a beaucoup de moments que je n'oublierai jamais, ou alors dans très longtemps. Bah écoutez, je sais pas à quoi je fais référence, parce que les moments, il y a beaucoup de moments que j'oublierai jamais. Bah c'est un personnage hyper important qui est lié à Keleana qui arrive dans ce tome 3, je crois. Et j'avoue que, ouais, en fait... Mais je pense que je vous en parle dans les avis lecture d'après. Je pense que je vous en parle dans les avis lecture d'après, donc je veux pas vous spoil. Mais en fait, toute la partie vraiment purement psychologique avec les personnages, la petite famille qui se crée, etc. c'est vraiment dans celui-là et dans la partie 2. Parce que dans ce tome-là, donc du coup, on passe maintenant au tome 4 partie 1, il y a cette notion de found family. C'est un trope qui peut être retrouvé dans beaucoup de romans de Tessie et de romans de manière générale. Le found family, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à ce qu'on retrouve aussi dans The Mortal Instruments. Mais j'ai regardé la série et j'ai regardé le film. Et je peux vous dire que Found Family, si j'avais lu les bouquins de Cassandra Clare, je crois que c'est ça l'autrice de Mortal Instruments, je pense que oui, enfin Shadowhunters, je pense que oui, la Found Family c'est vraiment ça. C'est un perso qui se trouve une famille de cœur en fait. Et là, dans ce tome-là, c'est vraiment le truc central. Et bon, il y a un personnage qui me déçoit énormément dans celui-là, qui était mon personnage préféré du tome 2. Et dans celui-là, il me déçoit vraiment. Et mais c'est vrai que cette notion de found family... Ah ouais, mais je vous dis le nom du personnage dans mon avis lecture. Mais je pense que si vous savez pas qui c'est, ça vous dira rien du tout. Il y a un personnage dedans qui m'a secoué dans le discours qui tient. Tous les personnages, la façon dont ils interagissent, le développement de cette found family était exceptionnel. Et c'est ça qui a fait que j'ai adoré le tome 4 dans sa globalité, partie 1 et partie 2, surtout la partie 2. Je pense que c'est mon anxiété et ma dépression qui ont fait que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Enfin, je me suis retenue quand même pas mal. Il y a un personnage, vous verrez dans mon avis lecture, mais si vous l'avez pas lu, c'est pas un spoil du tout parce que bon bah voilà. Il y a un personnage qui fait un discours. C'est comme si c'était Dieu, ouais je vais loin dans ma comparaison, c'est comme si c'était Dieu qui parlait à ses fidèles. Et c'est un personnage qui, dans son développement, est quelqu'un qui a des paroles et des actes et des façons de penser. Enfin, c'est un personnage dans sa globalité qui est beau, puissant. Le discours qui tient, c'est fort, c'est magnifique. Et ce personnage-là, dans le tome 4, il est beaucoup développé avec un autre personnage qui revient, qui était là dans le
qui était là dans le 0, Lysandra, elle est là dans le 0 je crois, dans le prequel, et elle revient dans celui-là et je m'attendais pas à autant kiffer un personnage que j'avais autant détesté au début en fait, comme quoi, mais Keleana c'est pas le cas pour le coup. Donc voilà, après je mets beaucoup de citations parce que dans ces bouquins il y a beaucoup de citations qui sont incroyables. C'est sûr que Sarah J. Maas elle a le talent des mots, sachant que elle vous donne des infos qui sont importantes pour la suite en fait, parce que ce sont des infos qui vont être importantes, parce que rien n'est fait au hasard dans ces bouquins, et c'est ça qui est très intéressant. Mais par contre le 5, le nombre d'infos qui est donné, enfin t'as envie de gerber tellement c'est trop quoi, tu te dis non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous inquiétez pas, ça arrive. Dans le tome 3 j'avais du mal avec Rowan. Ouais, Rowan il m'a saoulé dans le 3 et dans le 4, voilà quoi. Mais il me paraît plus humain. Ah oui, il y a un chapitre un petit peu dans les romans de Tessie de Sarah J. Maas, il y a toujours ça. Il y a un moment, et dans ACOTAR, il me semble qu'il y avait ça aussi, le passage où Fer visite avec Rhysand la cour de la nuit. Il y a une visite de la ville et tout, la description, machin. Moi j'avais déjà décroché à ce moment-là, mais je m'en souviens encore. Et bah dans ce tome-là, il y a la même chose entre Keleana et Rowan. Elle lui fait visiter la ville et tout, et... incroyable, c'était très très bien. Je lis bien moins vite que le 0, le 1 et le 2, car il ne s'y passe pas grand chose à part au milieu du tome et à la fin. Donc en fait, je pense que pour le tome 4, ça serait le milieu et la fin du roman en fait. Mais c'est quand même la moitié, enfin plus de la moitié, non? Non, c'est on va dire aux 2/3. Aux 2/3 du bouquin, il se passe un truc. Enfin non, attends, putain je sais pas compter, c'est un truc de ouf. 2/3 du bouquin, il se passe rien, 1/3, il se passe quelque chose. J'aurais pu dire moitié du bouquin il se passe quelque chose pour le tome 4 dans sa globalité, mais comme on nous a divisé le tome 4 en deux, je saurais pas exactement vous expliquer ça parce que bah au final le tome 4, attendez-vous à on pose les bases et il se passe pas grand chose. Le tome 4 partie 2, il se passe énormément de choses et là ça a été un coup de cœur. Mais le tome 4 partie 1 est aussi agréable, mais de toute façon si vous arrivez à ce moment là c'est que vous avez kiffé suffisamment. Certaines réflexions me font ricaner et me font penser à un petit club d'alcooliques anonymes. Et c'est de la fantasy et on retrouve souvent ça. Non mais surtout dans la romantasy en fait. C'est ça où tu te dis ouais c'est vraiment jeunesse. En mode ouais moi je suis machin, enfin je suis... Il y a des personnages qui sont... qui disent des trucs qui paraissent vraiment à peine exagérés. Parce que toi tu te dis putain mais c'est une gamine en fait. Enfin vraiment genre elle dit des trucs en mode ouais c'est moi qui commande et puis c'est tout. Parce que moi je suis un et puis gna 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 gna. Et tu te dis waouh. Il va falloir que tu te prennes un truc rouillé dans les fesses pour que tu réalises que tu n'es pas ce que tu dis. Enfin, l'autrice a fait exprès de faire en sorte que oui, effectivement, ce personnage va devenir, etc. etc. Mais ça fait pitié, vraiment. Et comme tout son petit clan, il y croit, bah en fait, Keleana, enfin, je comprends pas ce qu'elle fait pour mériter cette loyauté qu'elle ne mérite absolument pas dans les faits, en fait. Et c'est pour ça que ces réflexions-là qui se font tous entre eux, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que ça fait club des alcooliques anonymes, mais je déconne pas quand je dis ça. Alors moi, machin, je suis... Enfin en fait, c'est pas uniquement alcoolique anonyme, c'est les fanatiques. Les fanatiques d'une déesse qui va t'arracher les tripes quand elle en aura besoin, quoi. Et quand elle aura plus besoin de toi, du coup. Enfin bon, bref, voilà. Donc je m'essouffle un peu dans ma lecture. Le 4 partie 1 comme le 3 m'ont paru moins sympa, moins prenant, moins intéressant, on verra. Ah oui, je pense que le fait de les lire en une semaine ne m'a pas aidé. J'ai mis une semaine à lire le 3 et une semaine à lire le 4 partie 1. Et quand je mets une semaine à lire un bouquin alors que bah, c'est une saga que normalement je suis censée bien aimer, putain je me tiens pas droit du tout, je suis comme Quasimodo. Bah je peux vous dire que lire un bouquin en... Oh j'ai fait ouloulou avec la caméra. Ouais ça a pas aidé parce que en fait j'ai tendance à trouver que plus je mets de temps à lire un bouquin, moins je vais kiffer et plus ma concentration et voilà et ma passion, c'est la kiffance, ça va diminuer. J'aime pas du tout cette chanson mais je l'ai beaucoup entendue donc bah voilà. La vie perso a joué dans ma lenteur, bah oui je sortais de mes crises d'anxiété, c'était un peu compliqué. Je dois prendre des notes, beaucoup de notes, autrement je me perds complètement. Ça c'est le problème qu'on va retrouver dans le tome 5, ne vous inquiétez pas. Parce que là ça va chier le tome 5, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts du tout. Voilà voilà. Alors je pense donc tome 4 partie 2. Je pense que cela est dû au fait que c'est la deuxième partie d'un même tome. Mais l'action y est plus présente. Directement ça commence. Alors que
normalement, dans un tome de saga classique, au début, les 3-4 premières pages, on va te rappeler, c'est comme Previously in Pretty Little Liars. Tu vois, genre, précédemment dans ta 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 ta. Et on te raconte ce qui s'est passé. C'est le moment où t'as envie de skip parce que tu dis ouais, je sais, je l'ai lu il y a 5 minutes en fait. Mais il faut partir du principe aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas comme moi et qui n'attendent pas que toute la saga soit sortie avant de tout lire. Petit passage sur le rouge à lèvres. Et donc du coup c'est vrai que dans ce cas-là ça peut servir. Mais là je peux vous dire que si vous attendez dans une saga de fantasy entre les tomes qui sortent etc, prenez des notes. Mais je déconne pas, prenez des notes. Moi j'ai pris des notes encore dans celui-là. Alors par contre je sais pas si je l'ai imprimé. Non, celui-là je l'ai pas imprimé. Mais je vais imprimer et encore je sais même pas. Mais peut-être que je vais le faire quand même. Parce que j'ai commencé pour les autres, pourquoi pas faire pour tous. Là je mets une fiche avec, je vous l'ai montré. C'est du papier de scrapbooking. Et en fait j'imprime des trucs dessus et voilà quoi. Donc ça me permet d'avoir les notes. C'est intéressant, prenant, je retrouve un peu ce que j'avais ressenti en lisant le tome 2. C'est un très bon signe. La taille du livre, 360 pages. Est très agréable, c'est ni trop court ni trop long, les chapitres c'est pareil. Après le 3, j'avoue que j'avais peur de voir la taille de chaque tome suivant grossir. Ouais, et ça sera bel et bien le cas parce que le 5, 850, le 6, 850, le tome 7, 1120 pages. Non, non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. T'as l'impression de lire la Bible en fait, enfin lire la Bible en taille, hein, parce qu'en termes de comparaison, on va pas comparer du PQ avec un livre sacré quand même, c'est pas possible. Je vous parle des derniers là, je vous parle pas de celui-là. Cette deuxième partie est la croisée des chemins, où la rencontre de tout ce qui a précédé, tout converge vers un moment très important, arrivant vers la 100e page. À partir de là, l'action reste intense, de même que les révélations, c'est incroyable. Et cette fin, OMG, l'évolution de Manon, donc la sorcière, de Lysandra et de eux. Ah oui, oui c'est vrai, je l'avais déjà oublié celle-là. Hyper important, je me souviens même pas de son prénom complet. Je ne vous dis pas le nom complet sinon c'est du gros spoil. Une explosion dans tous les sens du terme, j'ai adoré chaque instant. C'est la transition que je sentais arriver dans la première partie a bien lieu dans la seconde. Et ça promet, c'est une claque monumentale. Le tome 4, en fait, c'est pour ça que dans mon carnet de lecture, je vous ai montré que j'allais imprimer la couverture de mon bouquin préféré de chaque mois. Mais pour ce mois de mars, je vous avoue que je vais avoir du mal parce que je sais pas lequel choisir entre le tome 2 et le tome 4 partie 2. Je sais pas lequel choisir, mais je pense que je choisirai sans doute le 2. Parce que dans le 2, il y a un personnage que j'adore. Mais je pense que si vous l'avez lu, vous savez de qui je parle. Une fille incroyable. Oui, elle, c'était vraiment une reine. Mais je vous en parle dans la vie lecture du tome de Néhémia. Elle, c'est vraiment un personnage incroyable. Elle est incroyable, cette fille. Donc je pense que juste parce qu'elle est là, dans le tome 2, je pense qu'au final, dans mon carnet de lecture, c'est le tome 2 que je garderai en favori. Plutôt que la deuxième partie du tome 2. Alors que la deuxième partie du tome 2, mais pourquoi je dis ça? Avec la deuxième partie du tome 4, on s'y perd avec leurs conneries. Hein. Toujours plus de thunes, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pour moi c'est à visée financière, c'est sûr. Cette deuxième partie du tome 4, elle est parfaite en termes de taille aussi, parce que 350 pages c'est parfait. En 3 jours j'avais terminé quoi. Donc mais en termes d'histoire, je pense que je préférerais peut-être le 2. Et encore, je me souviens plus de tout ce qui se passe dans le 2, donc au final, je bois. J'ai déjà oublié. Heureusement que j'ai pris des notes. Maintenant, je vais vous parler du tome 5, donc je vais l'afficher là, quelque part autour de ma tronche. Ouais, bon voilà, là où il y a de la place, quoi. Je verrai au montage. Surprise. Donc, j'arrive à lire 100 pages par jour, mais quel pavé. Et puis, arrivé à la page 270, je ne décide de lire que les dialogues. Je me demandais quand ça allait arriver. Mais je me dis que certains passages sont inutilement longs et lents. Bah oui, parce que j'avais la même impression dans un Cotard en fait. T'as des passages où tu te dis... ouais, t'aurais pu résumer ça en 2 lignes en fait. Et je suis pas la seule à dire ça. Si le but était simplement d'écrire un pavé de 800 pages, encore pour les pépettes, hein, je vous le dis, bah là c'est réussi. Parce que t'as l'impression que la fille elle se force en fait. T'as l'impression que ça fait des épisodes de fillers. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que les fillers. Les fillers c'est les épisodes, dans Naruto il y en a plein. C'est des épisodes en fait qui sont entre un arc et un autre. Et t'as des épisodes comme ça qui sont faits, qui servent à rien. Tu retrouves pas le fil rouge de l'histoire principale. Non, c'est juste des trucs comme ci, comme ça, en mode bah vas-y, ils vont chercher du pain. T'as des amourettes avec machin, t'as des camps avec je sais pas qui. Voilà, les épisodes filler c'est juste pour filer quoi, enfin
pour combler les vides, pour rassasier l'attente des gens, voilà. Et bah ça me faisait clairement le même effet en fait. Et ça fait un peu... Bah, la série elle est déjà longue, alors pourquoi rallonger en fait? Si c'est pour les pépettes, meuf, faut le dire en fait. Ou bien les annexes d'un mémoire pour atteindre le nombre de pages demandées. Non, franchement quoi, enfin c'est... Ça fait vraiment... En fait la Sarah J. Maas, t'as l'impression qu'elle se force à écrire 800 pages pour les pépettes, parce que ça fait bien d'écrire des pavés, parce que t'as l'impression qu'il y a matière à écrire 800 pages. Sauf que je suis désolée, il y a des bouquins, comme par exemple Le Faiseur de rêves, qui a un petit pavé quand même aussi. Bah ouais, là je comprends, parce qu'il se passe plein de trucs. Il n'y a aucune lenteur en fait, enfin j'ai adoré. Alors que là, dans le tome 5, t'as l'impression que c'est creux, il n'y a rien. Je pense que si t'enlevais toutes les lenteurs et tous les trucs de merde, mais t'aurais plus que 400 pages en fait. Et encore 400 pages c'est déjà pas mal, on est d'accord? Enfin bon, quand il y a de l'action par contre c'est top. On en apprend toujours plus sur les personnages, toujours plus nombreux d'ailleurs soit dit en passant, mais je me perds ultra facilement dans les plans de guerre, même en lisant et en relisant tout. Parce que oui, le tome 5 c'est la préparation de la guerre. Et il y a des tas de trucs en mode ouais, vous allez aller là, et puis machin, enfin la stratégie militaire. C'est pour ça que la politique et que les infos je regarde pas. C'est parce que je comprends jamais rien. Donc du coup, et puis ça me stresse quoi. Donc la stratégie militaire, là dans le tome 5, on est en plein dedans. Si vous kiffez ça, tant mieux. Hein. En plus des sorcières, un duo de personnages me plaît énormément et les chapitres sur eux sont mes préférés. C'est qui déjà? Ah oui. Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. Ce couple-là, enfin ce duo, parce qu'ils sont ensemble dans les chapitres, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup plu. Mais... c'est... Au final, c'est quand même assez décevant, mais ça contrebalancait quand même avec Keleana, qui était juste insupportable, imbue d'elle-même, une hégémonie perverse et pire que culottée qu'elle ne mérite absolument pas. Un vrai tyran, une dictatrice, qui selon moi n'a rien d'une femme mais tout d'un monstre. Je suis trop d'accord avec moi-même. Et je hais les personnages féminins comme elle, typiques de la romantécie. Alors je sais pas si vous avez vu ce post de Brajlon, je crois que c'était Brajlon pour le 1er avril. C'était un post en mode nouvelle fantasy avec des dinosaures. Voilà, et c'est les dinosaures qui sont décrits comme ayant des scènes de spice avec des humaines. Donc c'est de la, comment on dit déjà, c'est pas animophilie, c'est quoi, de la zoophilie. Clairement c'est de la zoophilie, et moi quand j'ai vu le résumé, je me suis pas du tout dit c'est un truc de 1er avril. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des auteurs qui nous ont sorti des romances avec des putains de loups. Enfin des loups-garous, ok, mais c'est des animaux. Et là les gars, dans le tome 5, les faits sont décrits, parce que vous le savez c'est de la romantécie, donc vous vous dites où est la fantaisie là-dedans, et ben voilà. Et puis ça se voit parce que dans toutes les sagas de Sarah J. Maas, il y a toujours des fées dedans, donc F-A-E, hein, c'est pas des fées mignonnes comme la fée Clochette, hein. Pas du tout. Là les fées ce sont des animaux, ce sont des mâles qui... on se demande quand est-ce qu'ils vont avoir besoin de pisser sur leurs femelles pour marquer leur territoire, sans déconner. Enfin voilà, sa petite compagnie, ah oui. L'expression qui me vient en lisant ce tome 5 est toujours plus. C'est exagéré. Alors, de base, je me suis dit, si le tome 5 est déjà exagéré, dans le tome 6 et dans le tome 7, on aura quoi? Ah oui, voilà. Ah oui, oh, je suis allée encore plus loin dans mon raisonnement. Les hommes de Sarah J... enfin, décrits par Sarah J. Maas, ne sont que des accessoires armés et sexy. Ça me déplaît. Un homme n'est pas un objet. On se plaint que les femmes soient considérées comme des objets par des hommes. Pourquoi vous faites pareil à l'inverse en fait? Bah non. C'est pas... Enfin... on a besoin les uns des autres, nous sommes égaux. Mais en même temps, nous sommes différents parce que nous sommes complémentaires. Hein? Donc, les femmes ne sont pas et ne seront jamais supérieures aux hommes. Et inversement, n'est-ce pas Keleana? Hein? Oui, j'ai envie de lui foutre des coups de poing dans la gueule. J'ai envie de la torturer comme elle torture ses cibles en fait. C'est une bouffonne. Keleana, c'est une counasse. Mais vraiment, genre... En fait, ce qui me saoule, c'est que... Ah oui, mais je le dis juste après. Je reconfirme ce que j'avais dit il y a quelques années. Sarah J. Maas est une obsédée qui ne fait que décrire ses fantasmes assez malsains que je ne partage pas. Voilà. 12 pages pour une scène spicy. 12. Et dire Dieu tout-puissant à tout bout de champ pour sous-entendre qu'un personnage masculin est super sexy, c'est horripilant. Oh, Dieu tout-puissant. Oh, Dieu tout-puissant.
il a un appendice. Oh, il a des muscles. Oh. Tu te dis, mais... Alors, Sarah J. Maas, es-tu en rut en écrivant ce bouquin? Moi, honnêtement, quand j'ai vu la façon dont elle décrit les personnages masculins, dont elle écrit Dieu Tout-Puissant, dont elle décrit les personnages féminins, je me suis dit... Alors attention, ça va être moins 18 ce que je vais dire, fermez les oreilles si vous n'avez pas envie. Je me suis dit, est-ce que ta chaise sur laquelle tu t'asseyais s'est transformée en flaque? Non, parce que franchement, meuf, c'est pas possible en fait. Non mais, je me suis dit, n'imagine pas l'état dans lequel a dû finir Sarah J. Maas en écrivant ça, parce que je me suis dit, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est pas... Je veux pas savoir en fait. C'est utilisé à outrance. Non, pour moi, un homme n'est pas hyper fort, n'est pas hyper musclé, et hyper taillé, hein, c'est pas sexy pour moi. Pour moi, un homme, bah après c'est subjectif là pour le coup, mais ça me fait chier de lire des romans de romantécie dans lequel les hommes c'est hyper musclé, il sent bon, il est armé, il est sexy, il est... C'est un mauvais, c'est le bad boy, il va te kidnapper, il va te torturer, il va te taper, mais tu l'aimes, syndrome de Stockholm chérie. Là c'est pas le cas, encore on a eu de la chance. Mais y a des trucs qui sont quand même assez malsains en fait. Et là j'ai complètement retrouvé ça. Parce que le fait de dire que les fées mâles, déjà on dit pas des hommes fées, on dit des mâles fées. C'est des animaux, ils reniflent, ils reniflent pour voir parce que oh là là, y a l'odeur d'un autre mâle sur ma femelle. Freya, t'es sérieux? Genre vraiment? Et vraiment je me suis dit à quel moment il va se mettre à pisser dessus quoi. Sans déconner. C'est pas possible. Non, n'importe quoi d'autre que du mannequin de défilé s'il vous plaît. Parce que moi quand on me dit dans un roman il est trop maigre et machin, bon j'aime pas les trop maigres non plus. Mais quand on me dit bah voilà il est un peu gras, il est un peu tout ça, pour moi un homme qui a un peu de gras c'est hyper sexy en fait. Voilà. Un grand, alors moi mon type d'homme si vous voulez savoir les girls, c'est un homme grand, oui j'aime bien les hommes grands, j'adore les hommes grands, je n'aime pas les hommes petits. Parce que 1m75 pour un homme, pour moi, c'est pas assez grand. Voilà. Moi, il me faut minimum 1m80. Voilà. Et puis, tu vois, mais en mode, s'il a du gras et qu'il a du bide et qu'il a des gros bras, mais en mode gras, ça me va très bien. J'adore ça. Je trouve ça très sexy. Moi, je veux un nounours, en fait. Un homme hyper musclé, hyper taillé, je suis désolée, ça me fait peur. On dirait le colosse de Rhodes, en fait. Le colosse de Rhodes, j'ai pas envie de lui faire des câlins. Non, clairement pas. Donc voilà, pour moi, la romantécie égale, c'est un homme musclé, fort, qui est badass et tout, gna 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 gna. Et puis il est aussi badass que le personnage féminin, il la laisse lui parler comme une merde, etc. Il lui laisse lui donner des ordres, etc. Putain, mais non, mais non, mais non. Pour moi, une femme, c'est un minimum fragile, un minimum sensible, avec de l'empathie, avec un cœur, de la douceur, quoi. Ouais, moi je suis en mode ancienne école. Les hommes et les femmes, on est différents. Les femmes n'ont pas à devenir des hommes en fait. Enfin, je veux dire, Keleana, c'est clairement un mec dans ce tome-là. Donc voilà. Les persos, quand il n'y a pas de spice, ne pensent qu'à se sauter. Donc au final, c'est comme s'il y avait du spice. Non, parce que quand on se dit ah, j'ai trop envie de me le taper. Ah, il y a un arbre là-bas. Ah, franchement, quoi. Non mais stop. Va consulter, je sais pas. Enfin bon, voilà. Moi, ça m'énerve, hein. Et non, les hommes ne sont pas que des corps, idem pour nous les femmes, nous ne sommes pas que des objets. Hein. L'hypersexualisation des êtres humains, il y en a marre. Et ce tome 5, c'est le summum de tout ce que je déteste en romantécie. Mais vraiment. Ah bah, je vous ai spoilé, autre chose de décrire les fées. Ah oui, les fées marquent leur territoire et reniflent. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, je pense. Faut-il les voir pisser partout ou ça ira? Non, sans déconner, le respect est mort et ça fait pitié. Bon, sans surprise, je DNF, donc j'abandonne à la page 458, soit le chapitre 43. J'en ai marre, je dis que c'est un... Enfin, je dis ça au cas où vous voulez savoir à partir de quel moment j'ai arrêté. Je lis donc les résumés plus ou moins détaillés sur Wikipédia et ciao, bye bye. Mais c'est fou quand même la différence entre les tomes 0, 1, 2, donc le préquel et le 1 et le 2, et le 5. Ça me fume. Parce que je pense que j'aurais adoré le 6, qui est sur Chaol et Nezryn. Mais... donc il n'y a pas Keleana dans le tome 6. Mais honnêtement, j'ai pas eu envie. Et l'univers, il devient tellement compliqué que plus rien me retient. Et ce qui me saoule encore plus, c'est qu'on ne voit jamais
Je préfère vous le dire au cas où vous étiez motivés vous aussi, on voit jamais le royaume des sorcières et on voit jamais l'Eloé. Donc l'Eloé c'est le pays de Néhémia. On ne voit ni le pays des sorcières ni l'Eloé. Jamais. Zéro, que dalle, niet, spasiba, dégage, ta gueule. On les voit pas. Bref, j'étais déçue, je vais arrêter là parce que ça m'énerve. Donc c'est fou, comme j'arrive relativement vite et relativement facilement à me sortir d'un univers dont j'étais devenue complètement folle. Ça m'avait fait la même chose avec Akotar, mais au début du tome 2. Le tome 1, j'adorais l'univers. Tome 2, quand j'ai vu Rissande, la façon dont il se comporte avec elle, la romance et tout. Non mais s'il vous plaît, comment la romance elle commence entre Rissande et Fer. Non mais voilà. Je pense que mon silence en dit long. Ah là là, avec l'âge, la Sarah J. Maas, elle va pas s'arranger, moi je vous le dis. Trop c'est trop. Et j'avoue que bah toutes les autres séries qu'elle a écrites, la Sarah J. Maas, je m'en fous, je lui donnerai plus aucune chance. Je lui donnerai plus aucune chance. Il y a Crescent City aussi qui a l'air pas mal. Le résumé a l'air hyper bien. Mais on m'a dit que le Spice, alors là les gars... Non mais sans déconner. Donc du coup je me dis, bah non, je vais pas lire un autre bouquin de Sarah J. Maas. Moi je suis comme ça avec Sarah J. Maas maintenant, c'est va des rétro connasses. Enfin non, ok. Voilà. Ah oui, update. Mais ça je l'ai rajouté du coup parce que j'ai pas encore posté mon avis lecture. J'ai lu 106 pages du tome 6 avant d'arrêter. À quoi bon? J'ai acheté un carton, j'ai balancé le carton à la poste, dans un relais, et puis ciao bye bye, et puis remboursé. Ça m'a fait 46 € et du coup à la place j'ai acheté Le Cri des âmes de Isabelle Serre, Lightworker de Isabelle Serre toujours, et je me suis acheté un autre truc, mais c'était quoi? Je ne m'en souviens plus. Ah bah si, le tome 2 et le tome 3 de la sélection. Donc j'ai acheté quand même pas mal de choses. Non, ça m'a pas fait 46 €. 46 € c'était Le Cri des âmes et puis Lightworker, le guide du Lightworker. Ça c'était 46 €. Non, 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 le reste c'était du bonus. Et sinon pour finir cette vidéo, je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Pour finir cette vidéo, je tiens à vous teaser. Je vais faire un épisode spécifique avis lecture dessus parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais il m'a beaucoup aidé. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce bouquin là sur les attaques de panique m'a beaucoup aidé. Je l'ai fini au mois de mars du coup. Et j'en fais un épisode spécifique de podcast le lundi. Donc n'hésitez pas à zioter ma chaîne parce que va y avoir un update lecture là-dessus. Et je vais en faire une vidéo complète parce que même s'il est pas très gros, il fait 165 pages. Enfin, pour vous, si vous-même êtes victime de crise d'anxiété, il y a 148 pages. Parce que la dernière section, c'est la section pour les proches. Donc moi je l'ai pas lu parce que bah moi c'est pour moi-même que je l'ai acheté. Et sinon, là je vous mets, si vous voulez, les différents chapitres qu'il y a dans ce bouquin. Voilà. Comme ça vous pouvez mettre pause, capture d'écran comme vous voulez. Et c'est pour gérer les crises d'anxiété, quoi, pour savoir un petit peu ce qui se passe, comment faire, quels sont les exercices, enfin voilà. Les attaques de panique, comment les gérer, et j'avoue que ce bouquin m'a beaucoup aidé. Et que bah j'y reviendrai au besoin. Voilà, mais je vous fais un épisode spécifique du lundi, donc un épisode de podcast dans lequel je vous ferai un avis lecture vraiment plus détaillé. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, donc j'ai vraiment lynché Sarah J. Maas et le tome 5 de Keleana, mais bon, pour moi c'était pas possible. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir choqué, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, à partager et à me suivre sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!